On va continuer avec les organismes de contrôle. On a parlé la fois passée du CAC. Aujourd'hui, on va parler des bureaux d'hygiène. Donc, les bureaux d'hygiène en Algérie, il est chargé de plusieurs aussi missions de contrôle. Il était établi par le décret du 30 juin 1987. Il est pour mission de garantir l'hygiène et la salubrité dans les établissements et les lieux publics. Ses principales responsabilités incluent de proposer des mesures de maintenir d'hygiène et de salubrité, comme on l'a dit, de mettre en œuvre des programmes de protection, de promotion de la santé, notamment contre les maladies transmissibles. Donc, organiser la lutte contre les animaux nuisibles et superviser les opérations de désinfection, de dérastisation et désinfection. Donc, de contrôler la qualité de l'eau potable, des eaux usées, des déchets solides urbains, des denrées alimentaires et des eaux baignades. Donc, de baignade. C'est l'émission du bureau d'hygiène. Donc, c'est un bureau communal, peut-être créé dans les communes de plus de 2000 habitants ou partagé entre plusieurs communes. Sa création nécessite un arrêté conjoint des ministères concernés sur proposition du Wali. Donc le bureau est dirigé par un médecin et comprend divers techniciens spécialisés. Ils mettent en œuvre un programme d'action élaboré avec les présidents des assemblées populaires, l'APC. Aussi, le siège du bureau peut être fixé dans la commune, offrant les meilleures conditions d'accueil. Donc, chaque commune en Algérie constitue un bureau d'hygiène qui est chargé de plusieurs missions. C'est ce qu'on a parlé avant. Donc, on a parlé du CAC, deuxièmement du bureau d'hygiène. On passe maintenant à l'Office national du métrologie. Le troisième, donc, troisième établissement ou bien organisme du contrôle en Algérie, l'Office national de la métrologie. On peut résumer que l'Office national ou bien l'ONML est un établissement public à caractère administratif créé en 1986 en relevant du ministère de l'Industrie et des Mines. Donc, c'est-à-dire le ministère de l'Industrie qui a créé cette organisation. Sa mission principale est d'assurer la fiabilité des mesures, des instruments nécessitant une qualification légale, ce qui impacte directement l'équité des échanges commerciaux, la santé, la sécurité, l'environnement et la qualité de la production industrielle. L'ONML vise à protéger l'économie nationale et les consommateurs, tout en garantissant la confiance du public dans les mesures. Donc, il est dirigé par un directeur assisté de 3 départements techniques et d'un département administratif avec 47 antennes réparties dans les wilayas. D'accord. Donc, les instruments soumis à contrôle météorologique incluent divers appareils de pesage, de mesure dimensionnelle, des compteurs d'énergie, de gaz, d'eau, ainsi que des dispositifs liés au transport et au stockage d'hydrocarbures, des analyseurs de gaz d'échappement aussi et d'autres instruments de mesure conformes à la réglementation de l'ONU. On a résumé les missions et les, les différentes missions et les différents instruments dans l'organisation de l'ONU. D'accord. Maintenant, on passe au dernier point dans le premier chapitre, c'est la normalisation et l'accréditation. On va parler
ici de la normalisation. C'est quoi la normalisation et c'est quoi l'accréditation? La normalisation est un processus visant à établir des normes basées sur les usages et les meilleures pratiques. Donc, en France, on parle de l'AFNOR, c'est le responsable de la normalisation, tandis que en Algérie, on parle de l'IANOR, Institut algérien de normalisation. Il a été créé comme un établissement public sous la tutelle du ministère de l'Industrie. L'IANOR a plusieurs missions clés. Donc, ces missions, elle a plusieurs missions. Premièrement, l'élaboration et la diffusion des normes. Elle est chargée de créer, publier et diffuser les normes algériennes. Deuxièmement, la coordination des travaux de normalisation. Donc, l'IANOR centralise et coordonne les efforts de normalisation des différentes structures. Troisièmement, de marques de conformité et labels de qualité. Il adopte des marques de conformité et des labels et contrôle leur utilisation. D'accord. Donc aussi, la promotion de la recherche et des essais. L'Institut encourage les travaux de recherche et d'essais pour établir les normes. Aussi, la documentation et la sensibilisation. Il conserve et met à disposition des informations sur la normalisation et forme les acteurs concernés. Aussi, l'application des conventions internationales. L'IANOR veille à l'application des accords internationaux en matière de normalisation. Aussi, la gestion des obstacles techniques au commerce. Il gère le point national d'information sur les obstacles techniques au commerce de l'OMC. On va parler de l'OMC après. Donc, dans un contexte de mondialisation, l'IANOR joue un rôle crucial en répondant aux besoins des acteurs économiques, en les aidant à élaborer et à appliquer des référentiels normatifs et en proposant des services de certification. Donc, cela permet aux entreprises d'intégrer la normalisation dans leur stratégie et d'améliorer leur compétitivité sur le marché. Deuxièmement, on a parlé maintenant à la définition de la normalisation. Donc, on a parlé aussi des missions de l'IANOR. Et troisièmement, l'accréditation. C'est quoi l'accréditation? C'est un processus par lequel un organisme reconnu valide la compétence d'un autre organisme ou individu à réaliser des tâches spécifiques. Elle permet à des organismes d'évaluation de la conformité de recevoir une attestation qui prouve leur impartialité et leur capacité à évaluer la conformité selon les normes d'ANI. C'est ça l'accréditation. Ce processus vise à renforcer la connaissance mutuelle des résultats et des certificats entre les organismes certificateurs. La plupart des pays disposent d'un seul organisme national d'accréditation pour éviter les concurrences. Et ces organismes doivent respecter les normes internationales comme ISO et le SEI, le guide 61, pour garantir une reconnaissance internationale. Les demandes d'accréditation peuvent être adressées à tous organismes accréditeurs reconnus à condition qu'ils soient membres de l'IAAF, International Accreditation Forum. C'est-à-dire, donc le processus d'accréditation, bien que variant selon les organismes et les pays, suit généralement 4 étapes. Donc, analyse de la demande. Premièrement, c'est l'analyse de la demande. Deuxièmement, l'évaluation. Troisièmement, la décision. Et quatrièmement, la délivrance et l'accréditation. C'est ça la différence entre normalisation et accréditation. Maintenant, on va passer à notre concept du notre organisme de contrôle.
c'est l'Algérac. Algérac, c'est l'organisme algérien d'accréditation. Donc, en Algérie, ce organisme est créé par le décret exécutif du 6 décembre 2005. C'est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et d'une autonomie financière, placé sous la tutelle du ministère de l'Industrie. Donc, sa mission principale est d'accréditer les organismes d'évaluation et la conformité de l'OEC. Les principales responsabilités de l'Algérac incluent la mise en place d'un dispositif national d'accréditation conforme aux normes nationales et internationales, l'amélioration de l'infrastructure nationale de la qualité, aussi l'évaluation de la qualification des compétences des OS et la délivrance, le renouvellement et la suspension et le retrait des décisions d'accréditation. Donc, en conclusion, elle conclut aussi de conventions et d'accords avec des organismes étrangers similaires ainsi que la contribution à des accords de reconnaissance mutuelle. Elle est chargée aussi de la représentation de l'Algérie auprès d'organismes internationaux et régionaux, aussi l'édition de la diffusion et la diffusion de la publication spécialisée sur ces activités. On peut résumer que l'Algérac joue un rôle clé dans la régulation et l'amélioration de la qualité des services, d'évaluation et de la conformité en Algérie. Maintenant, on a terminé avec les normes nationales. Normes nationales, c'est-à-dire, on a parlé de système de normalisation, l'IANOR, et aussi l'accréditation et le AGER. Maintenant, on passe aux normes internationaux. Les normes internationaux, donc, ce sont des établissements, des documents qui définissent les exigences, des spécialisations, des lignes directrices ou des caractéristiques à utiliser pour assurer l'attitude à l'emploi des matériaux, produits, processus et services. Donc, norme, c'est un document approuvé par un organisme de normalisation, c'est ce qu'on a parlé avant dans le dernier point du normes nationaux. Donc, elle permet de définir un langage commun entre les acteurs économiques, définir le niveau de qualité, la sécurité et de moindre impact environnemental de produits, services et pratiques. C'est une norme respectée par toutes les sociétés, etc. Donc, elle facilite les échanges commerciaux au niveau national et international. Ainsi, elle est de caractère volontaire. C'est-à-dire les normes nationaux et internationaux vont être respectés par les organismes ou les sociétés pour bien donc pour prendre la décision pour les produits. Donc, on passe aux organismes. Donc, on va prendre quelques exemples d'organismes de normalisation dans le monde. Donc, organisme. On débute par la FAO. FAO. La FAO, elle est très connue, c'est une organisation, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, est une organisation spécialisée des Nations Unies, créée en 1943 dans la ville de Québec. Elle est constituée par 190 États membres, donc l'Union européenne constituant un seul et même État. Donc son siège se situe à Rome depuis 1951. Sa principale mission est de lutter contre la faim,
dans le monde en fournissant une assistance technique aux pays en développement au niveau des pratiques agricoles, forestières, halieutiques et en tendant à assurer une bonne nutrition dans ces pays. Donc enfin, en collaboration avec l'OMS, elle développe le système international de normalisation en matière alimentaire. On le appelait le Codex alimentaire. Deuxièmement, on passe maintenant à l'OMS. L'OMS aussi, c'est une organisation mondiale de la santé. C'est l'organisation la plus connue dans le monde. C'est une organisation spécialisée du système des Nations Unies, créée en 1948. Elle représente l'autorité directrice et coordonnatrice dans le domaine de la santé. Donc, elle est chargée de diriger l'action sanitaire mondiale, de définir les programmes de recherche en matière de santé, de fixer des normes et des critères, aussi de présenter des options politiques fondées sur des normes probantes, de fournir un soutien technique aux pays et de suivre et d'apprécier les tendances en matière de santé aussi. Elle participe comme la FAO à la commission du Codex alimentaire. On passe maintenant aussi au troisième exemple du norme international qui est le CEN. Le CEN, c'est le Comité européen de normalisation. Il a été créé en 1961 par les instituts de normalisation des pays membres de l'Union européenne et par les pays membres de l'Association européenne de libre-échange pour permettre l'harmonisation des normes européennes. Donc sa mission est d'offrir une structure efficace pour l'élaboration, la mise à jour et la diffusion d'ensembles cohérents de normes et de spécialisation, mais aussi de proposer de produits de services directement ou indirectement apparentés aux normes et à leur utilisation. Donc, les normes européennes éditées par le CEN portent le suffixe EN et sont ensuite le préfixé donc dans les agences de normalisation nationale qui les diffuse. En France, l'AFNOR, c'est l'agence française de normalisation, qui diffuse les normes du CEN sous le nom de normes NFO. Donc l'AFNOR, c'est une association aussi créée en 1926. Elle compte aujourd'hui environ 3000 entreprises adhérentes. L'AFNOR, c'est l'agence française de normalisation, anime le système central de normalisation en France et participe à l'ISO. On termine avec les ISO, c'est normes ISO, c'est l'Organisation internationale de normalisation. Elle est créée en 1947. C'est une foule d'experts, techniques indépendants sont rassemblés sous l'autorité de l'ISO pour former un comité technique. Des grandes figures d'associations de consommation, d'ONG, de gouvernements ou d'universités sont également présentes dans ce comité. Elle regroupe aujourd'hui un réseau de 157 pays. L'ISO va venir répondre à une demande, donc un besoin émanant du secteur industriel. Les experts originaires de différents pays se mettent d'accord sur toutes les modalités de la norme à créer. Diverses phases de vote sont alors nécessaires avant l'aboutissement final d'une norme. C'est pourquoi il faut compter en moyenne 3 années avant qu'une norme ne soit officiellement publiée. Donc, elle assure que le système de management et qualité mis en place dans la finalité est d'atteindre les objectifs fixés à l'obligation des résultats.
respectent les exigences de la norme choisie, ISO 9001 et ISO 14001, et elle porte sur l'efficacité du système de management et qualité à satisfaire les exigences des clients. Deuxièmement, quelques exemples de normes ISO les plus connues. Donc, le premier norme, c'est les langues et caractères, les normes des langues et des caractères de 1 à 999. Les normes ISO 2000 à 8999, ce sont les codes et les langages. Les normes de 9000 à 9000, donc 99, c'est les normes de qualité. Les autres normes, donc c'est les exigences logicielles, codage, langage aussi. Normes d'environnement, les normes de l'information géographique, la sûreté de fonctionnement et le système informatique, la sécurité aussi de l'information. Donc, les étapes de la certification ISO 9000. On a pris l'exemple des normes ISO 9000. Donc, voici à titre générique les étapes d'une démarche de certification des systèmes de management de la qualité selon le référentiel ISO 9001-2008. La première étape, c'est d'identifier son ou ses métiers. Deuxième étape, c'est d'identifier les processus opérationnels de l'entreprise. Troisième étape, c'est de déterminer et documenter la politique de qualité, datée, diffusée et comprise. Aussi, la quatrième étape, c'est d'identifier les pilotes de processus opérationnels. La cinquième étape, c'est de communiquer et sensibiliser le personnel à la démarche. Sixième étape, c'est de définir et décliner les objectifs qualité au sein des processus, simples, précis ou bien factuels. La septième étape, c'est d'identifier les données d'entrée et de sortie de chaque processus. La huitième étape, c'est de valider le système de processus ainsi obtenu, au besoin le modifier. La neuvième étape, c'est pour chaque processus, identifier et mettre en place les activités, les ressources, les dispositions en qualité, les objectifs et les indicateurs. La dixième étape, c'est mettre en place les activités et les processus de management de la qualité, maîtrise des documents, audit Internet, etc. Donc, la onzième étape, c'est rédiger le manuel de management de la qualité. Et la douzième étape, c'est revue de processus, audit Internet, revue de direction, référence bibliographique, la loi sur la protection du consommateur, etc. D'accord? Et on a terminé ici le premier chapitre. On va donc on va continuer